Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Anthony. Bonjour Clément. Merci beaucoup de prendre de ton temps aujourd'hui pour raconter un peu ton parcours et tes témoignages. Comme je te disais, je vais essayer de te décrire, mais c'est dur puisque tu fais tellement de choses. Moi, je t'ai découvert sur ton témoignage d'ex-pilote de ligne où tu nous racontes que tu as démissionné de cette carrière un peu rêvée pour des raisons écologiques et bien d'autres. Tu es aussi naturopathe et podcasteur sur ce sujet auquel tu t'es formé un peu plus récemment. Tu fais aussi de la musique, tu es aussi écrivain, donc je te vois comme un entrepreneur qui fait plein de projets et j'ai l'impression qu'ils te mettent en joie. Donc je suis donc très heureux, envie de parler de plein de sujets avec toi. Avant de te présenter et de te lancer sur qui tu es, la question qui m'est venue quand je préparais un peu l'épisode, c'est comment toi tu gardes l'espoir et le sourire, parce que je te vois toujours avec le sourire sur toutes les photos, face à cette crise écologique, face à cette crise même civilisationnelle, quand on voit Trump et des folies comme ça, comment est-ce que tu arrives à rester, à garder le sourire et l'espoir? Alors déjà, je j'ai pas tout le temps sourire. C'est normal. C'est sûr que je mets pas, sur les réseaux, mais des photos où je suis en train de d'être super dark et oui, ça fait moins rêver, c'est sûr. Mais non, il y a plein de moments où, ça va pas tant que ça, hein, justement, d'où ce que j'ai fait récemment de quitter mon métier de pilote de ligne, c'est parce que ça allait pas. Hem mais par contre, ce que j'essaie de faire, disons, pour répondre à ta question au quotidien, c'est d'aller le plus possible dans la nature. OK. En tant que, bon, naturopathe, évidemment, ça paraît assez logique, mais encore faut-il le faire et trouver le temps de le faire. Mais c'est ça qui, disons, me fait du bien et me permet de garder un peu d'espoir. Alors d'ailleurs, normalement, j'habite à Paris, mais depuis 1 an et demi, je vis à moitié en Bretagne, à Vannes, et ça me permet justement, d'essayer de chaque jour d'aller voir un peu la mer, de me rapprocher des éléments naturels qui, me permettent de conserver un moral, plus ou moins correct. C'est le c'est le naturopathe qui parle en sachant le bienfait, ou c'est Anthony qui est mentalement raturé dans la nature en se disant en fait il y a encore beaucoup de vie? Parce qu'au-delà du côté ça fait du bien, moi je trouve quand on va dans un espace sauvage, une forêt, on se dit ah, en fait ça va, tout n'est pas complètement détruit, ça reste vivant quoi. C'est quoi ce Ouais, c'est les 2. C'est à la fois effectivement le naturopathe qui a appris à l'école que, tous les bienfaits du contact, avec la nature, hein, le fait qu'on soit des êtres, un peu comme des animaux, quoi. On est censé, pendant des millions d'années, l'être humain, il a habité, dans la forêt, au contact de la nature, des animaux, tout ça, et du coup, on est prévu, en fait, notre fonctionnement d'être humain est prévu pour en permanence être au contact de cette nature. Donc pourquoi? Parce qu'on se recharge en énergie en permanence, parce qu'on est au contact de ce qui est, disons, du beau, du de l'évidence. Donc voilà, ça c'est un peu mon cerveau qui me le dit. Mais par contre, effectivement, comme tu dis, quand on va dans la nature, il suffit de s'immerger dans la forêt, on sent tout de suite un apaisement, qui a été d'ailleurs objectivé, hein, par, la science, enfin Ouais, notamment, beaucoup au Japon, hein, ce qu'on appelle le bain de forêt, le Shinrin-yoku, OK. où là, il y a plein d'études scientifiques, dans les dernières années qui ont, montré que, il y a des vrais impacts de la nature, donc de la forêt en l'occurrence, sur la physiologie humaine, sur, la pression artérielle, sur le taux de stress, et cetera. Donc on ressent un bienfait à être dans la nature, mais effectivement, c'est aussi objectivé par la science. Il y a un bienfait physiologique sur notre corps et sur notre OK. mental. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es maintenant qu'on maintenant qu'on est un peu rentré dans le vif du sujet,
Comment t'es devenu pilote de ligne? C'est quoi ce parcours et comment tu finis aujourd'hui naturopathe, à démissionner de ton rêve peut-être d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, aujourd'hui, j'ai 49 ans et j'ai commencé à voler, relativement tard. En fait, je suis issu de la banlieue ouest parisienne OK. et j'habitais dans un village où il y avait un aérodrome avec des petits avions et en fait, ça m'avait toujours paru impossible de faire ça, pour moi, c'était quelque chose qui était réservé aux autres. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était un peu cher de voler. Mais en tout cas, j'avais ce rêve-là de pouvoir voler, notamment parce que ma maman était hôtesse de l'air à Air France. Donc voilà, j'étais au contact quand même de l'aéronautique des avions, mais ça me paraissait être quelque chose d'improbable, enfin réservé aux autres, quoi. Donc du coup, je me suis mis assez tard à voler. Je me suis mis à voler en 1997. J'avais 21 ans OK. et donc je me suis mis à faire du planeur, en fait. Un OK. aérodrome où je pouvais faire du planeur à côté de chez moi. Euh, et là, bon, je voyais des jeunes qui avaient 13, 14 ans, 15 ans, qui commençaient bien plus jeunes que moi. Mais bon, en fait, j'ai été pris de passion pour le planeur, et puis je me suis rendu compte que je pouvais encore, même si j'avais, en fait, voilà, ce que j'ai pas dit, j'avais arrêté de rêver d'être pilote de ligne parce que j'étais nul en maths et en physique. OK. Et j'avais toujours entendu dire qu'il fallait être très bon en maths et en physique pour être pilote de ligne. Donc j'avais laissé tomber, j'avais fait des études de commerce international. Et puis finalement, en faisant du planeur, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de jeunes de mon âge, jeunes, qui passaient en fait les certificats théoriques pour devenir pilote de ligne. Il suffisait de bosser les bouquins, soit tout seul, soit en étant dans une école. Et puis pour pouvoir aller après passer les examens à Orly. Et donc voilà, donc je me suis rendu compte que en fait, je pouvais encore peut-être rattraper le coche parce que quand je regardais les bouquins qui bossaient, il y avait pas beaucoup de maths en fait. Donc ça me paraissait complètement faisable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai repris espoir. Donc j'ai fait beaucoup de planeurs à cette époque-là, et puis je me suis mis à faire de l'avion de tourisme aussi. Je me suis mis à remorquer les planeurs. Comment on finit par piloter un avion? Là, si demain je veux piloter, je vais à l'aérodrome, je pars avec un planeur. Comment ça se passe? Bah non, faut prendre des cours. Ça Ouais, s'apprend, c'est comme tout, ça s'apprend. ouais. Comme la musique, comme tout. Mais ça paraît tellement, je vais pas dire dangereux, mais on contrôle un truc tellement énorme. Ouais, 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 mais c'est ça aussi qui faisait qu'au départ, ça me paraissait irréaliste de pouvoir penser un jour faire ça, parce Ouais. que ça paraissait fou. Et en OK. fait, finalement, oui, effectivement, le premier vol, on se dit: «Bah, j'y arriverai jamais». Et puis, en fait, finalement, on apprend, c'est une école d'humilité aussi, et puis, au bout d'un moment, on y arrive, et puis on fait son premier vol, tout seul, et puis après voilà, on s'arrête. Ça devient une drogue. Incroyable. Voilà, et puis du coup, bah, après j'ai fait le service militaire, j'étais un des derniers derniers à faire mon service militaire, et j'ai pu faire du remorquage de planeurs là aussi, donc je suis dans le petit avion qui tire les planeurs. Et puis finalement, bah, Donc après tout ça en avoir parallèle de tes études? Enfin, le service militaire, non, mais non, le service avant? militaire, c'était juste après, l'école de commerce. Donc C'était, tu avais fini ton école de commerce, tu voilà, étais sur une voie un peu classique? ouais, et puis je devais faire le service militaire comme tout le monde à cette époque-là, à l'issue Mmh. de mes études. Donc j'ai réussi à, bah, faire de l'avion. Et pendant ce service militaire, j'ai passé tous les examens théoriques en fait pour devenir pilote de ligne. Évidemment, j'ai beaucoup bossé par moi-même. Et puis finalement, après le service militaire, bah, j'ai intégré une école de pilotage professionnel à côté de Lille, où là, je suis devenu vraiment pilote professionnel. Voilà. Et après, bah, j'ai réussi à être embauché dans une petite compagnie qui s'appelle Regional Airlines, enfin qui s'appelait Regional Airlines, qui s'appelle Hop maintenant, Mmh. sur un avion de 50 places. Voilà, donc là j'ai volé quelques mois chez eux, et puis après j'ai été embauché à Air France comme copilote. Incroyable. Et donc en fait, c'était un premier changement de parcours de carrière directement à 25 ans, tu avais Ouais, fait ton école de commerce et finalement, tu es parti en aviation. Tu es parti en tant que ouais, pilote. ouais. Alors,
effectivement, ça s'est fait un peu. Pendant l'école de commerce, j'avais commencé déjà à voler en planeur en avion. Et puis à la fin de l'école de commerce, il fallait que je fasse un mémoire. Et je l'avais fait sur la dérégulation du transport aérien. Donc ça, c'est quoi? C'est à cette époque-là, en fait, enfin avant les années 90, en gros, un transporteur aérien international, enfin je veux dire étranger, pardon, ne pouvait pas venir faire des vols en France. Par exemple, comme il y a aujourd'hui EasyJet, on prend EasyJet pour aller de Orly à Nice, par exemple, ou à Londres, bah, dans Orly à Nice en intérieur, quoi. Voilà. En fait, à l'époque, on pouvait pas faire ça, c'était interdit. Ok, Il y avait que Air France ou Air Inter qui avaient le droit de faire Paris-Nice. Et il y a ok, eu des lois qui venaient des États-Unis de dérégulation du transport aérien qui ont dit bah maintenant on ouvre à tout le monde et du coup bah, on a le droit de faire Nice-Paris ou Paris-Nice quand on est une compagnie non française. Voilà, donc j'avais fait mon mémoire là-dessus. Donc ok. c'était un peu prémonitoire parce que ça déjà en fait quand j'y repense, je me dis que bah il y avait déjà une sorte de prise de conscience de ma part de certaines choses quoi qui ne vont pas. Euh, et voilà. Merci. Et qu'est-ce que t'en tires du coup avec du recul de cette carrière de pilote? Bah c'était extraordinaire. C'est génial. En fait, c'est ça qui a été difficile pour moi là quand je suis parti récemment, c'est que le métier de pilote, c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'un job en fait. C'est vraiment un métier passion. Euh, Tous les pilotes que je connais, avec qui je travaillais ou qui étaient dans mon club de planeur, tout ça, c'est que des gens passionnés qui ne se voient pas faire autre chose en fait. C'est un mode de vie Il aussi, en y a, fait. pardon. C'est un mode de vie en plus. Enfin, c'est un. Ouais, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être. C'est, de toute façon, c'est comme tous les métiers passion. Ce sont des activités qui vont bien au-delà du simple salaire ou voilà. Quand on commence à être pilote de ligne, quand on sort de l'école, on est prêt à payer pour travailler, quoi. Il y a même des gens Ok. qui font ça, qui payent pour voler en compagnie. Entre parenthèses, c'est une très bonne indication quand on choisit un métier. Moi, enfin, ce conseil qu'on m'a donné récemment, c'est cherche quelque chose que tu pourrais payer pour faire. Ouais, C'est un bon. exactement. Ouais, C'est un- alors ça paraît fou quand on le dit comme ça parce que je me souviens à l'époque, j'entendais les vieux commandants de bord d'Air France qui disaient oui, il faut surtout pas faire ça, il faut surtout pas payer pour voler et tout. Mais en fait, quand on est jeune pilote, parfois c'est pas évident de trouver du travail. Et il y a des compagnies qui profitent de ce système-là en faisant des formations en ligne payantes, enfin en ligne, je veux dire, dans les avions de ligne. Ouais. Euh, Ok. et finalement, bah, bon, moi j'ai pas eu à faire ça, mais je comprends très bien qu'on puisse craquer. C'est tellement un métier qui est incroyable et fabuleux qu'on peut en être arrivé, enfin, on peut en arriver à voilà payer pour voler. Et du coup, bah, non, non, c'était, de toute façon, j'ai adoré ce métier. Comme je dis souvent, si les avions ne volaient pas avec du pétrole, je continuerais à le faire. Ah ouais, je veux bien. Voilà. Donc, mais non, non, c'était un métier incroyable parce que, bah, évidemment, déjà le métier en lui-même est dingue. Le fait de piloter un avion comme ça, d'être responsable de bah, plus de 100 personnes, faire des voyages un peu partout dans le monde, c'est incroyable. Le fait d'avoir un métier qui est hyper excitant, hyper challengeant aussi parce qu'on doit se remettre en question en permanence. C'est un métier où il faut être très humble, où il faut travailler régulièrement. Tous les 6 mois, les pilotes de ligne ont des examens au simulateur de vol où il faut voilà montrer que Ah ouais, ok. on est toujours bon. Il y a l'examen tous les ans, il y a un examen médical qui est assez poussé où on peut perdre sa licence du jour au lendemain. Mhm. Donc voilà, un métier comme ça ça se quitte pas comme ça sur un claquement de doigts. C'est pour ça que ça a été très difficile de partir et c'est pour ça que j'ai fait une pause pendant 2 ans
les 2 dernières années là, pour pouvoir réfléchir à tout ça et me dire est-ce que ce que je ressentais au fond de moi, l'intuition que j'avais qu'il fallait que je m'en aille, est-ce que c'était pas la plus grosse bêtise que j'allais faire de ma vie? C'est Ouais, c'est prenant ce que tu dis parce qu'en fait, t'as ce métier de rêve, tu en as même pas trop parlé, mais on imagine qu'en plus tu découvres le monde, tu survoles la planète. Enfin, ça doit être vraiment, tu découvres des cultures, ça doit être magnifique. Et ce que t'expliques, c'est que du coup là, avant de poser ta démission, t'as cette chose en toi qui te dit en fait, je peux pas continuer à polluer à ce point-là. Enfin, d'où ça vient si tu parles de cette petite intuition? Ouais, ouais, bah, ça s'est accumulé au fil du temps en fait. Tu disais que j'étais musicien et effectivement je suis, auteur-compositeur. Ça, j'ai toujours écrit des chansons depuis que j'ai 15 ans et j'ai retrouvé l'autre jour une chanson que j'avais écrite, et d'ailleurs sortie sur un album en 2006 où je parle justement des feux de forêt que je survole, dans mon avion. C'est vrai, tu voyais des feux de forêt depuis ton avion? Oui, oui, bah, c'est une des choses qui font que ça a fait évoluer ma manière de voir les choses, de voir ce métier. C'est, bah, notamment ce que je voyais depuis l'avion, quoi. C'est-à-dire, les feux de forêt, de plus en plus nombreux, la glace qu'ils font, enfin les glaciers qui fondent quand on survole les Alpes. Tout ça, ça a alimenté une sorte d'éco-anxiété, heu et ça m'a moi j'appelle ça un peu l'écolucidité, en fait. On va Mmh. peut-être revenir là-dessus après, mais Ouais. heu, c'est le fait d'être, bah, voilà, d'être lucide, de ce qui se passe dans le monde et le fait que je le vois moi dans mon métier, en fait, au quotidien. Alors, voilà, le Groenland également, quand c'est sur le courrier, on survole, fréquemment le Groenland quand on va aux États-Unis ou au Canada. Bah, là, c'est pareil, on voit la glace qui fond, Attends, ce que tu me dis, c'est c'est tout. qu'en en quelques années, du coup, ce que tu voyais par le hublot, t'as vraiment été capable de dire: «Là, je vois plus de feux de forêt, là, c'est vraiment beaucoup plus fondu». Enfin, c'est un truc de fou quand même. Bah, ouais, après ça corroborait aussi ce que je lisais, tu vois? Ouais, OK. Ça OK, OK, c'était tu mais les effectivement, informations bah, et donc ouais, ouais, enfin, j'ai quand même volé pendant 20 ans, ouais. plus de 20 ans, donc bah, en 20 ans, il y a des choses qui ont changé et puis voilà, donc il y a une espèce de comme ça d'anxiété, vis-à-vis de l'avenir qui vis-à-vis de ce que je pouvais voir qui était en train de monter en moi petit à petit, année après année. Il y avait le fait que, bah, comme je disais tout à l'heure, les avions de ligne, ils volent pas avec de l'eau, ils volent avec du pétrole, ils volent avec du kérosène. Donc je Mmh. voyais chaque jour, je voyais les quantités, faramineuses de pétrole voilà, que nos moteurs, brûlaient. Cette lucidité, pardon, tu l'as tirée de enfin, c'était des informations qui venaient où t'avais toi-même cette curiosité de dire: «Ah, j'entends parler du réchauffement climatique» et donc parce qu'on entend tous parler, mais avant de comprendre qu'un avion ça pollue, il faut faire un peu de démarche. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus accessible, mais j'imagine qu'il y a 10 ans, c'était pas clair et net que l'avion polluait. Enfin, si pardon, c'était clair et net, mais ça veut dire que toi, tu avais quand même cette démarche et ce courage d'aller voir? Ouais, bah, au départ, il y a un déni évidemment. Heu, Ouais. il y a C'est il quand y la a un première fois truc que tu qui as vu que s'appelle l'avion ça polluait? ouais, non, Excuse-moi, bah, j'ai non, mais pour dire que il y a un déni, qui est forcément là quand on fait une activité, on n'a pas envie de s'entendre dire que c'est pas bien ce qu'on fait, que ça pollue et cetera. Il y a évidemment, il y a des côtés extraordinaires dans l'aviation et il faut pas que l'aviation s'arrête. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, effectivement, il y a quand j'ai commencé, d'ailleurs c'est une réflexion que je me suis tenue récemment. Je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ce métier-là alors que avec tout ce que je sais aujourd'hui?» mais c'est justement, c'est parce qu'à l'époque, on ne savait pas et aujourd'hui, on sait que, les pétroliers, les industries pétrolières ont caché un peu plein d'informations pour, voilà, pour ne pas que ça s'ébruite, que tout ce qui est lié au pétrole bah, provoque un changement climatique. Mmh. Il y avait le fameux rapport Meadows, tout ça, mais ça, on n'en parlait pas trop à l'époque. Enfin, là, on en parle beaucoup maintenant. On a l'impression qu'à l'époque, tout le monde savait et tout, mais en fait, pas du tout, quoi. Dans Mmh. les années 90, début 2000, bah, il y avait pas grand monde qui parlait de ça, en fait. Et d'ailleurs, voilà, je me dis: «Si j'avais su, évidemment, je l'aurais pas fait». Mais à l'époque, on en parlait tellement peu que, c'était pas trop un sujet. Enfin, c'est
aussi parce que les changements climatiques étaient assez peu visibles en fait. Voilà, on n'en parlait pas tant que ça. Les médias n'en parlaient presque pas. Enfin bon, voilà. Mais il y a un truc qui s'appelle le biais de coût irrécupérable. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Euh, c'est quand tu as tellement investi dans ce que tu fais, en termes d'argent, en termes de temps, en termes de rêve, que plus tu avances, plus le temps passe et moins tu peux en sortir parce que tu estimes que tu vas perdre énormément. Tu vas perdre tout ce que tu as investi. Pas forcément en termes d'argent, hein, mais en termes de temps, en termes de croyances. Ouais. Et donc ce biais-là, il est hyper important et dans plein d'entreprises, ça s'applique, plein d'industries, plein de moments de la vie. Et je me rends compte que c'est ça aussi qui fait que j'étais dans le déni pendant longtemps parce que plus le temps passe et quand on devient un pilote un peu plus ancien, euh, au bout d'un moment à Air France on devient commandant de bord. Donc moi, je suis devenu commandant de bord en 2018. Donc c'est encore une brique qui s'accumule pour faire en sorte que je sois dans ce biais-là. Voilà, j'ai bossé pour être commandant de bord, donc une fois que j'y suis, je vais pas commencer à me dire ouais mais je suis commandant de bord, mais bon, je bousille Ça- la planète quoi. Ouais. Donc voilà, donc Ouais. c'est ce biais-là aussi qui fait que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs, qui fait que ça devient au bout d'un moment très difficile de faire marche arrière. Et plus on avance, donc là j'en suis sorti, mais plus si j'avais continué à être dans le déni, ça aurait été de plus en plus difficile en fait de sortir de ce biais-là. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Ouais, ce biais et ça me fait penser, je sais pas si c'est la même chose ou si mais il y a le truc du look, enfin, c'est un peu le dilemme de l'ascenseur, c'est ça y est, j'ai déjà attendu, X temps Ouais, ouais, et en fait, genre, ça veut dire que c'est un temps qui est perdu alors qu'en fait, parfois, en réalité, bah, que où j'ai attendu le bus, ça y est, de ces 20 minutes, bah, c'est sûr, enfin, je peux pas perdre ces 20 minutes alors qu'en fait, parfois, ouais, la bonne donc tu décision, restes. c'est au contraire de se barrer. Mais C'est exactement ça. OK, OK, OK et comment, à l'époque, tu étais peut-être pas commandant de bord, mais comment, un pilote de ligne, qui se trouve là, enfin, on est tous d'accord que l'aviation a des côtés exceptionnels, comment on réagit quand on apprend, en fait, que c'est une des choses qui polluent le plus sur la planète? Qu'est-ce qui se passe, Alors, qu'est-ce qui se c'est pas passe? une des choses qui pollue le plus. Pardon, ouais, 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 mais quand tu regardes une Non, empreinte mais c'est intéressant de ce que tu dis parce que les médias font en sorte souvent de dire ça, ce genre de choses, ce qui est pas vrai, parce que euh, ce qui pollue le plus, c'est l'agriculture, c'est les industries lourdes, les cimenteries, les centrales à charbon, c'est ça qui pollue le plus. oui, l'aviation, c'est La- quelques pourcents, voilà, de la l'aviation, de la on dit c'est raison. 2,5% de la pollution, enfin des émissions de gaz à effet de serre. Euh, 2,5%? OK. 2,5%. Bon, après les chiffres varient un peu, ça dépend des sources. Oui, oui, oui. Et après, tu as aussi, tu sais, les traînées de condensation, donc OK. les traînées que laissent les avions derrière eux, qui font un effet de parasol et qui réchauffent l'atmosphère aussi. Ça crée un effet de serre. Ça, c'est équivalent aux émissions de CO2. Donc 2,5% plus 2,5%, en fait, ça fait 5% du réchauffement climatique qui est imputable à l'aviation. Ça, c'est les chiffres qu'on trouve sur Internet Ouais, ouais, ouais. ou même, enfin, sur les sites scientifiques. Je Donc, l'ai dit, juste pour préciser mon propos, je l'ai dit de façon complètement biaisée en tant, qu'occidental, ouais, riche et donc en fait, quand t'es occidental et riche, t'as une partie non négligeable de ton empreinte carbone qui est de l'aviation, mais en effet, à l'échelle mondiale, ça n'a rien à voir. non, Je te non, mais suis. de toute façon, c'est très intéressant que tu dises ça parce que c'est ce qu'on entend partout. Et Ouais, en revanche, il faut pas se dire que l'aviation, c'est rien. Voilà. ouais, Ça a quand même un impact. ouais. Et moi, ça a tellement résonné en moi, cet impact, que j'en suis parti. Donc, c'est pas négligeable du tout. Mais voilà, il faut juste remettre ça, juste, c'est pas la vérité de dire que c'est ce qui pollue le plus, etc. Euh, Après, ben, moi, j'ai découvert ça en me renseignant.
à partir de la fin des années 2010, où j'ai commencé à lire un peu des revues dessus, enfin des publications là-dessus. J'ai commencé à m'intéresser, à regarder les vidéos, de gens comme Jean-Marc Jancovici, etc. Donc j'ai commencé à prendre conscience de pas mal de choses. Et puis pendant le premier confinement, au moment du Covid, euh, je devais faire, en fait, à ce moment-là, j'étais en plein dans mes études de naturopathie et je devais faire un mémoire de fin d'études que j'avais choisi comme thème en fait de faire le lien entre d'analyser les liens entre ce qu'apporte le naturopathe et la préservation de la vie sur Terre et du climat et tout ça. Donc, par exemple, quand un naturopathe dit à quelqu'un, un de ses clients, il faut manger bio, quel impact ça a sur la planète derrière? Voilà. Donc, en fait, le naturopathe, par ses conseils d'hygiène de vie, il va recommander plein de trucs naturels qui vont aller dans le sens d'une préservation du vivant sur Terre. Donc, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Est-ce que ton mémoire, c'était une question sur est-ce que ça va toujours dans le sens du vivant ou c'était à quel niveau ça va dans le sens du vivant? Parce qu'on pourrait se dire peut-être que parfois le conseil, c'est aller prendre le soleil aux Bahamas et bah là, ça va pas. Ouais, bah, Tu vois ce que je ça incluait effectivement ce raisonnement-là, ce type de veux dire? raisonnement. Par exemple, à un moment, je parlais du yoga, où le yoga, c'est génial, mais quand on va faire un stage de yoga en Inde, Ouais, ben, ok, c'est génial, mais peut-être pour la planète, c'est moins génial. ouais. Quand je dis pour la planète, je veux dire voilà, pour l'ensemble du vivant sur Terre. Donc effectivement, ça incluait ce genre de raisonnement-là. Donc le mémoire était en 4 parties. Euh, et la deuxième partie, il se trouve que c'était sur le thème comment est-ce que on en est arrivé là, à ce que l'être humain détruise complètement la nature. Et en fait, du coup, pendant 2 mois, je me suis focalisé sur ce chapitre-là de mémoire. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet. J'ai suivi les cours de Jean Covici, qui sont, en fait, il a fait des cours à, aux mines ParisTech sur les énergies. Et donc, c'est des cours qui ont été filmés, qui sont accessibles à tous en ligne. Donc, il y a 28 heures de cours, plus comme ça. On peut trouver sur YouTube ou sur le site de Jean Covici. Je le mettrai en lien. Ouais. Et du coup, ça, c'est hyper, faut avoir le temps de le faire, hein. Donc là, c'est pendant le confinement, c'était parfait. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Et puis, du coup, je suis appelé à faire ce chapitre de mon mémoire. Et j'ai été tellement déprimé à la fin des 2 mois par tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais appris, parce que j'ai eu un gros shot en fait de voilà de tout ce qui se passe dans le monde au niveau de changement climatique, de destruction de tout, de la perte de la biodiversité, etc. Sur ces 2 mois, que j'ai Mhm. arrêté mon mémoire pendant un an. Ah ouais. Ça m'a tellement atteint, et là je me suis dit mais en fait, je, toute ma vie est remise en question, quoi. Tout ce que je pense, tout ce que je crois, tout ce que je fais, et notamment mon métier de pilote. Une écho, du coup, lucidité, Ouais, peut-être un peu extrême. anxiété au début, mais où tu vois tout ce qui se passe, le moindre voiture qui roule, le moindre, le moindre Ouais, être. ouais, 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 exactement. Voilà, exactement. Vraiment une remise Il en fait un peu question cet effet, totale. Jean-Co, hein. Ouais, il fait cet effet-là. Il fait Mais cet moi, effet-là. je me suis fait en fait une méga dose parce que je me suis pas arrêté à ces conférences. J'ai carrément poussé le bouchon un peu plus loin, quoi. OK. Donc voilà, donc ça m'a fait vraiment un électrochoc en fait là, et je me suis dit, voilà, c'est là où en 2020 j'ai commencé à me dire peut-être que je vais arrêter d'être pilote en fait, parce que ça, avec tout ce que je sais maintenant et avec ma sensibilité, avec Mmh. voilà le fait que je supporte de moins en moins de me sentir en partie responsable de ça. Même si, évidemment, on est tous responsables, hein. Le fait de même de faire ce podcast, eh ben, ça consomme de la data. Donc, c'est Ouais. les data centers qui chauffent, il faut les refroidir, etc., etc. Donc, on est tous responsables. Euh, mais j'avais cette impression, du coup, à cause de ce métier-là, euh, d'être un peu plus responsable que la moyenne, quoi. Et du coup, là, il a commencé à y avoir une sorte de dissonance cognitive en moi, parce que à la fois c'était un métier passion, un métier que j'avais rêvé pendant des années, pour lequel j'avais beaucoup bossé,
Là, à cette époque-là, j'étais déjà commandant de bord. On revient Ouais. sur ce qu'on disait tout à l'heure, le biais de coût est récupérable. Et à la fois, eh ben, j'avais cette évidence là qu'il fallait que je change parce que j'allais pas pouvoir le supporter. En fait, ça allait me ruiner ma santé mentale Ouais. et j'allais vraiment plus être heureux, quoi. Comment, je trouve ça à la fois très courageux, mais en effet, à la fois certes, enfin lucide, parce que tu pourrais dire en fait, moi que j'arrête de piloter, enfin c'est ce qu'on fait un peu tous, à notre petite échelle en disant: «Bah voilà, moi je fais ce podcast, mais en fait c'est pas tant que ça», et ouais, c'est ton année de discernement, c'est qu'elle te dit même: «Je peux trouver toutes les excuses que je veux, en fait, au fond de moi-même, je serais pas aligné et Anthony, il veut faire du bien à la planète, il veut pas être, dans une industrie qui pollue, là». Oui, il y a de ça. Après, je me suis souvent dit, finalement, effectivement, c'est pas tant que ça. Et d'ailleurs, dans mon métier, bah, à chaque fois que j'en parlais à mes copilotes, bah, ils me disaient: «Ouais, mais ça sert à rien parce que si tu t'en vas, quelqu'un va prendre ta place instantanément». Enfin, voilà, Ouais, c'est un métier qui est quand même très prisé, donc c'est pas évident de trouver du boulot. Quand on a un boulot de pilote, on le garde. Quand on commandant de bord à Air France, Voilà, quoi. commandant de bord Air France, c'est quand même, bah, ça sert à rien, quoi. Et puis, du coup, évidemment que beaucoup de monde, bah, ça si je m'en vais, ça va faire plaisir en tout cas à un pilote. D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier post sur LinkedIn là début janvier pour dire que j'arrêtais, bah, tout de suite les commentaires c'était ça. Ça a été: «Mais ça sert à rien ce que tu fais en fait». Parce Ouais, que déjà l'aviation c'est pas énorme dans les émissions de gaz à effet de serre, mais en plus quelqu'un va te remplacer instantanément, donc ça ne sert absolument à rien de partir. Ce à quoi je répondais: «Oui, c'est vrai, ça ne sert à rien, mais c'est une nécessité pour moi de me réaligner effectivement avec, ce que je ressens et d'écouter mon intuition». Et ce que je dis souvent, c'est que j'ai commencé à être pilote parce que j'ai suivi mon intuition et là, mon intuition, elle me dit qu'il faut que j'arrête. Donc quelque part, ça a du sens de l'écouter et effectivement, bah, ça ne sert pas à grand chose, pour le climat, pour les animaux, pour la planète, mais je peux pas faire autrement, voilà. Après tout ce que j'ai découvert, après, mes réflexions, mes 2 ans de réflexion là, pendant que j'étais en année sabbatique, bah, je pouvais pas, voilà, au bout d'un moment et j'avais le choix entre revenir et voilà, continuer pendant encore, j'ai 49 ans là, donc j'aurais pu voler jusqu'à 65 ans. Donc, ouais. pendant 16 ans encore à, bah, voiler un peu la face, fermer les yeux, enfin pas en pilotant, mais sur ce qui se passe et puis me dire que c'est pas si grave et il y a des gens qui font ça, hein, et voilà, chacun est différent. Avec moi, mon historique, ma sensibilité et puis aussi les études que j'ai reprises de naturopathie où j'ai quand même depuis que j'ai fait ces études-là, j'ai quand même un regard différent sur le monde, sur la nature, sur l'être humain. Donc tout ça, voilà, ça m'a poussé à prendre cette décision. Je te remercie pour ce témoignage. Ça me pousse une question, c'est un peu en lien avec ce que tu as dit parce que tu dis, «Alors ça change rien», mais en fait, on peut tous se dire ça dans tout ce qu'on fait, hein. C'est pas parce que moi je prends un avion que ça change quelque chose et puis enfin, il y a toujours 1000 excuses qui font de dire: «Mon action, elle change rien», mais tout à l'heure, tu as parlé de responsabilité, un peu moi je pense à la responsabilité individuelle. Parce qu'en fait, ça sert à rien sauf si tout le monde le fait, donc c'est à partir du moment si tout le monde fait quelque chose, ça change le monde, bah, ça pour moi ça sert à quelque chose. Et attends, j'avais une question derrière ça. Ah, j'ai oublié ma question. Ah, je peux Hem, rebondir là-dessus si tu veux. ouais, avec plaisir et je vais retrouver ma question. Ouais, pendant ce temps-là, tu vas retrouver. Alors oui, c'est tout à fait juste, hein, évidemment, si tout le monde se dit ça, il y a souvent on entend, dans la bouche de certains politiques, notamment d'extrême droite en France, dire: «Les émissions de CO2 de la France, c'est 1 Ouais, bah, du ouais. monde. Donc en fait, c'est pas nous qui devons bouger, qui vont changer quoi que ce soit. Oui, il y a des choses à faire peut-être, mais c'est surtout les pays qui polluent le plus, donc la Chine, les États-Unis».
Tant que eux ne changeront rien, eh bien, nous, la France, 1%, c'est que dalle, ça sert à rien. Et donc après, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que, et c'est exactement par rapport à ce que tu disais, c'est que il y a environ 50 pays qui émettent 1% de CO2 dans le monde. Donc, ça fait 50%. Donc, Ouais. si chacun de ces petits pays, comme la France, qui émettent 1%, se disent, de toute façon, nous, c'est 1%, donc ça sert à rien. Ça change rien si on change quelque chose ou pas. Et ben, en fait, il y a 50% d'émissions de CO2 Je vois. qui ne changent pas. Donc, en fait, effectivement, ça devient énorme et ça se comprend complètement parce que à l'échelle individuelle, on se rend pas compte en fait de ce qu'on fait. Enfin, voilà, quand on prend, c'est indolore, c'est inodore, le CO2, ça n'a pas d'odeur, etc. Donc quand on voyage en avion, on va faire un aller-retour dans les îles pour passer les vacances et tout ça, et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans une espèce de coque en métal, on s'assied, on regarde un film, et puis voilà, on est arrivé. Ouais, téléporté. Et on se rend pas compte que ça, voilà, que ça émet du CO2. Et quand on est pilote de ligne, c'est un peu pareil, hein. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un essai sur ce sujet-là. Et je dis ça, je parle de ça, le fait que quand on est dans le cockpit, qu'est-ce qu'on fait, nous? On pilote l'avion. Donc, on avance des manettes, on appuie sur des boutons, on regarde des cadrans où il y a des aiguilles qui bougent. Et c'est ça, voilà. Donc, le carburant qui est consommé, c'est un cadran, enfin, c'est un écran où il y a des chiffres qui défilent. On le ressent pas dans notre chair. Donc, on est complètement déresponsabilisé. Et donc, c'est compréhensible de se dire que bah, ce qu'on fait, oui, ou on le fait pas, ça change rien finalement. Donc, il y a des études, là, le cabinet, je sais plus si c'est Carbon 4, là, justement, la boîte de Jean Covici, ou alors le Shift Project, qui ont déterminé que les gestes individuels, ça représente à peu près, si on fait tous les gestes qu'il faut, trier ses déchets, tout ça, ça représente 25% environ, Ok. de 25-30% des efforts qu'on peut faire par rapport aux gaz à effet de serre, à la réduction des gaz à effet de serre. Ça veut dire que les trois quarts, c'est pas de notre fait, c'est les entreprises, c'est l'État, c'est les décisions qui sont prises dans les gouvernements, etc. De créer des voies cyclables, de tout ça. Ça dépend pas du citoyen, quoi. Mais en fait, Mais qui est dans les gouvernements? Qui est dans les entreprises? C'est pas des robots. Voilà, c'est des citoyens aussi. Donc finalement, 100% quasiment de ce qu'on peut faire, c'est des citoyens, c'est des êtres humains qui prennent les décisions. ouais, je suis tout à fait aligné. Et en fait, ça rejoint ce que tu dis. Enfin, c'est tout le monde a son petit rôle à jouer. Si en tant que citoyen dans mon entreprise, je fais ce que j'ai à faire, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, ça ira beaucoup mieux. Et la question que je vais te poser, que j'ai retrouvée, c'est toi, justement, pour avoir observé autour de toi des pilotes qui étaient dans ce métier, est-ce que donc toi, tu étais très connecté à ce qui se passait, tu es venu voir les gens comme ici, mais est-ce que tu penses qu'on peut se mentir toute sa vie et s'endormir, mourir paisiblement en disant oui, et je vais penser, je peux prendre mon exemple, je peux prendre 10 avions par an et je me dis de toute façon on s'en fout. Est-ce que tu peux mourir paisiblement en disant bon de toute façon j'ai rien changé, ou est-ce que dans le fond de toi il y a une petite voix qui dit t'as quand même été très égoïste et t'as pas du tout, le seul truc que t'avais à faire tu l'as pas fait. Faut demander à Trump. Ah ouais, ça il se pose pas cette question. Non, mais je pense que c'est Ah, très en fait individuel. je te parle de l'aspect psychologique et même naturopathe, tu vois, est-ce que t'as pas cette réelle, t'as une connexion à la réalité et au vivant, donc Je pense que c'est très individuel, ça dépend de l'histoire de chacun. ça dépend de ta Ça, sensibilité. ouais, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend du taux d'information qu'on a sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Euh, Bah voilà, si on se renseigne pas. Ouais, il y avait un truc que j'avais trouvé génial, c'était la Convention citoyenne pour le climat de Cyril Dion et Ouais. Macron, où en fait, c'était des gens qui étaient tirés au sort. Il y avait 150 Français qui étaient tirés au sort, Français, Françaises, de tout niveau social, de tous horizons, euh, qui s'y connaissaient en environnement ou pas. Et finalement, on leur donnait une formation, on les informait en fait de ce qui se passe.
Et au bout de quelques jours de formation, quasiment tout le monde, ils allaient tous dans le même sens en disant: «OK, là, on peut plus continuer comme ça. Il faut agir, il faut rouler à 110 sur l'autoroute, il faut arrêter la pub pour les SUV, et cetera, et cetera, et cetera». Donc en fait, pour moi, le problème, c'est l'information. Et alors maintenant, on commence à être, tout le monde commence à être plus ou moins informé de ce qui se passe. Effectivement, là, je rejoins un peu ce que tu dis. Ça commence à être de plus en plus du déni quand on veut pas voir, ce qui se passe. Après, une fois de plus, chacun met le curseur à des niveaux différents par rapport à ses activités. Donc moi, maintenant, je prends plus l'avion, mais quelqu'un qui, voilà, qui se dit: «Bah, moi, je vais faire, quelques vols en avion, ça pollue pas tant que ça», c'est compréhensible aussi parce que ça veut dire que son curseur n'est pas au même niveau que le mien, en compte tenu de ce qu'il sait, de ses, voilà, ses connaissances, de sa sensibilité. Ce serait quoi, on t'a dit que l'aviation, c'était quand même quelque chose de fabuleux et qu'il faut pas l'annuler. Je pense je suis assez aligné quand même. Mais malgré ça, on l'a vu, ça, c'est des gens, des impacts. Et puis si demain tout le monde entier prend l'avion comme un Français, c'est fini. Ce serait quoi, toi, pour toi, une utopie de l'aviation de demain qui soit viable et qui garde cette beauté, cette magie que l'aviation permet? Beh, pour moi, en fait, il faut savoir que, alors je crois que c'est le Shift Project à nouveau qui disait ça. 35 des économies, des réductions, disons, de CO2 qu'on peut faire dans l'aviation, c'est avec les carburants durables, les carburants d'aviation durables. 35, c'est, l'amélioration technique des avions, voilà, les process, et cetera, et il reste 30. Donc, et ça, ces 30 là, moi, je pense personnellement, et c'est l'opinion aussi de, voilà, du Shift Project ou de groupes de réflexion comme ça, bah, voilà, il faut réduire, le nombre de vols. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut, que l'aviation se décarbone dans les temps. Parce qu'il y a une notion d'urgence aussi. Là, je parlais tout à l'heure d'écolucidité, mais être lucide par rapport à ce qui se passe, c'est se rendre compte que, il y a une urgence. Et en fait, les personnes qui sont pas éco-anxieuses ou pas écolucides, pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de l'urgence. Et je reviens par rapport à la Convention citoyenne du climat, là. Les Français, 150 Français qui ont été informés, voilà, ils ont compris l'urgence. Donc ils étaient prêts à prendre des mesures drastiques. Quand on n'est pas dans cette urgence, quand on n'a pas saisi cette urgence, bah, c'est plus difficile, de faire des changements. Donc actuellement, les carburants d'aviation durable, c'est un peu, pas une utopie, ça existe, mais c'est vraiment, que dalle dans le mix, au niveau du carburant. Puisque c'est des carburants qu'on introduit dans les réservoirs, de carburant. Donc on les mélange avec les carburants pétrole, enfin issus du pétrole, avec le kérosène. Et actuellement, alors je crois en 2023, le carburant, attends, j'ai le chiffre là. En 2023, c'était les carburants, durables, ce qu'on appelle les SAF, ça représentait 0,2 de la production mondiale de carburant d'aviation. Et il y a une ambition, au sein de l'Union européenne. Je parle pas du monde, hein, mais juste de l'Union européenne, où il y avait quand même une ambition assez forte pour le climat avec le pacte vert, etc. C'était de porter ces carburants durables à 20% du mix, en 2035. Donc, en 2035, l'Europe a dit il faut qu'il y ait 20% de carburants durables et donc 80% de carburants, pétroliers. Donc ça, c'est en 2035, mais c'est dans 10 ans. Et là, tous les derniers rapports du GIEC et tout ça, ils disent tous que c'est maintenant, quoi, l'urgence. On voit bien, hein, quand on allume la télé, les incendies à Los Angeles,
les inondations, là encore en Bretagne, à Redon, à Rennes et tout, c'est pas dans 10 ans là, c'est maintenant. Donc et encore, même si on attend 10 ans, il y aura que 20% de carburant durable dans les avions, au mieux. Donc pour moi, Ouais, pas du tout suffisant. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est une un peu image devant utopique toi. de voilà, c'est utopique de penser que c'est ça qui va résoudre le problème. Après, il y a ce qu'on appelle les e-carburants, les e-fuels, qui sont faits à partir d'eau et de CO2. Donc, c'est des carburants de synthèse. Bon, ça, en fait, ça consomme énormément d'énergie pour créer ce carburant. Donc, il y a une entité qui s'appelle l'Académie de l'air et de l'espace qui a indiqué que l'énergie qui serait nécessaire rien que pour décarboner l'aviation européenne, rien qu'en Europe, Ouais. pour 2050, il faudrait construire 60 réacteurs nucléaires. Rien que pour créer ce e-fuel, Cette capacité, ce ok. e-carburant. Donc, on voit bien que, ben, les réacteurs nucléaires, c'est quand même long à construire, quoi. On voit aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est utopique aussi de penser que ça, moi, je dis pas dans 50 ans, etc., mais je dis juste que, au regard de l'urgence actuelle, où on voit qu'on est en train de tout détruire et que tout commence à cramer, euh, c'est irréaliste pour moi et même, on peut dire presque criminel de penser que on va tout résoudre avec ça. Voilà. Et j'ai dit ça, c'est 35% des économies qu'on peut faire en termes de gaz à effet de serre. 35%, c'est comment, les améliorations technologiques au niveau des avions. Mais là, on arrive quand même, on a fait énormément de progrès techniques. On arrive à des limites. On va pas pouvoir tout le temps créer voilà des avions qui consomment de moins en moins. Au bout d'un moment, on arrive à des limites physiques, quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup, pour moi, une aviation qui serait durable, ce serait une aviation déjà où on vole moins, où on reprend un peu conscience que voler, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Là, en fait, on prend l'avion maintenant quand on prend le bus, hein, quasiment. Pour 20, 25, 30 euros, on a des billets d'avion pour partir en vacances. Mais ça, c'est une absurdité pour moi. Ça incite tout le monde à prendre l'avion euh, sans, sans se rendre compte des impacts. Ça me fait un peu penser à la viande rouge. On se rend pas, enfin, c'était un luxe et ça doit rester un luxe et ça doit pas, enfin, ça n'a aucun sens que ça devienne quelque chose Ouais, de tellement habituel, quoi. ouais, exactement. C'est devenu habituel parce que voilà, on a fait des exploitations exten- euh, intensives Mhm. où les animaux sont hyper maltraités, etc. Donc on arrive à sortir des kilos de viande monstrueux. Mais euh, ça, comme nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que consommateur? On va dans un supermarché ou un hypermarché ou chez le boucher, c'est pareil. On demande de la viande, on nous la donne et on la mange. Voilà, c'est tout ce qu'on Et c'est fait. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de toute ouais. la souffrance animale, même de la souffrance humaine, parce que les éleveurs sont dans des situations en ce moment dramatiques. Ouais. Euh, donc pour l'aviation, eh ben, c'est un peu pareil. On voit pas ce qu'il y a derrière. Comme je disais tout à l'heure, en tant que passager, on monte dans l'avion, on nous apporte un plateau repas, on regarde un film et puis voilà. Mais si on nous expliquait tout ce qu'il y a derrière, donc pour moi, voilà, c'est Cette un système éducation. global. C'est une globalité. C'est à la fois plus d'informations du public, des citoyens. C'est voilà, réaliser que c'est pas neutre du tout pour le climat, pour l'environnement, pour la nature. Et du coup, quand on est informé et que on se rend compte de certaines choses, on prend des décisions qui s'imposent. Du coup, je pense que si on fait ça mécaniquement, s'il y a plus de conventions citoyennes pour le climat dans les villes de France, etc., dans les villes du monde, eh bien mécaniquement, peut-être qu'il y aura moins de gens qui mangent de viande, effectivement, même si c'est pas forcément mauvais de manger de la viande, mais c'est sur le principe. Il y aura moins de gens qui voyageront en avion, il y aura voilà plus de gens peut-être qui font du lobbying pour manger bio, enfin pour que le bio se développe, alors que là on voit en ce moment que c'est un peu le gouvernement français va dans la direction opposée. Bon voilà, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de raisons. Si j'essaie de résumer un peu ton propos, il y a
ce serait une espèce de prise de conscience. Tu dis pas qu'il faut arrêter l'avion et de toute façon, on aura toujours envie, mais si on prend déjà cette conscience, on pourra dire je prends l'avion une fois tous les 5 ans parce que c'est exceptionnel, je le fais en sachant le luxe, en sachant l'impact que ça a et déjà en faisant ça, tu réduis tes fameux 40% de Ouais, exactement. Voilà. Je pense c'est que une relation réelle en fait. fait ce qu'on fait parce qu'on n'est pas informé. Ouais, Et moi le premier, hein, dans certains domaines. ouais, Et on est tous d'ailleurs pendant des années, etc. Mais moi le premier, hein. Et après, il y a les habitudes. Il y a voilà, ouais, les habitudes qu'on nous a inculquées, que la société nous pousse à rêve. avoir aussi, parce que la publicité, ça a une vue d'esprit, hein. Pourquoi est-ce qu'on Ouais, achète des SUV? C'est parce qu'il y a de la pub partout. Et parce que les constructeurs, quand on leur pose la question, mais pourquoi vous construisez autant de SUV? Ils disent, bah, c'est parce que ce que veulent les gens. Mmh. Donc c'est On va un faire du cercle super. vicieux. Ouais. On a fait un super épisode sur un peu sur le neuromarketing où justement on parle, mais on est manipulable à une force. C'est aussi bête qu'on nous met un gros SUV à la télé, on a envie d'un SUV quoi. Donc c'est aussi bête que ça. Pour passer sur un tout autre sujet, donc t'es devenu naturopathe il y a quelques années. En quoi ça consiste la naturopathie? Alors, alors là, je pourrais en parler pendant des heures, vu que je fais un podcast sur le Ouais. sujet. Que je mets en lien aussi parce il est vraiment génial. Enfin, je vais mettre l'épisode 8 en lien et après ils pourront Ouais, les ok, auditeurs pourront. merci. Alors, la naturopathie, c'est en quelque sorte euh, la médecine traditionnelle occidentale. Donc, il y a la médecine traditionnelle chinoise, on connaît, il y a l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Et en Occident, on a notre médecine traditionnelle aussi. C'est la manière, disons, de prendre soin de soi, héritée de l'enseignement d'Hippocrate Mmh. en Grèce. Euh, donc, la naturopathie moderne, qu'est-ce que c'est? C'est prendre soin de sa santé en utilisant des moyens naturels. C'est rendre son mode de vie bénéfique pour sa santé. C'est respecter le fonctionnement du corps humain, donner à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner. C'est pas Donc c'est le tellement ce mode qu'on de fait vie. souvent. C'est le mode de vie, c'est dire mon mode de vie. Et tu parles de santé, tu parles même pas de soins, quoi. Tu parles de santé. La définition de l'OMS, c'est un état de bien-être total et Ouais. enfin total, mental et physique. Et Et donc voilà. tu vas faire pour en faire sorte que ton mode de vie soit bon pour toi, pour cette Exactement. peau. Exactement. Donc ça passe par la compréhension de comment notre organisme fonctionne. Et là, je fais le lien avec ce que je disais juste avant sur l'aéronautique, sur la viande et tout ça. C'est que on n'est pas informé. On ne sait pas comment notre corps fonctionne. Donc, le but du naturopathe, c'est de d'avoir une casquette d'éducateur de santé Ouais. pour faire comprendre aux personnes qui viennent nous voir comment leur corps fonctionne, comment on digère, comment on se détoxifie, comment on gagne en énergie vitale, etc. Mhm. De manière à pouvoir faire fonctionner son corps de la manière dont il est prévu de fonctionner. Donc, par exemple, quand on se coupe, si on se fait une petite coupure sur la peau, eh ben, la peau, il va y avoir tout un phénomène qui va faire en sorte que la peau va se refermer, en fait. Il va y avoir une cicatrice. Donc C'est ça, exceptionnel. J'ai eu ça sur la jambe récemment. Ça me fascine. voilà. Donc, Oh, putain. quand on se casse un bras, par exemple, on met un plâtre pour immobiliser le bras, mais à l'intérieur, l'os, il se refait tout seul. Donc ça veut dire que il y a une intelligence de vie en nous. Il y a une intelligence. Alors on ne sait pas d'où elle vient, hein. Après, c'est selon la spiritualité de chacun. Certains vont dire que c'est Dieu. Peut-être certains vont dire que c'est une intelligence Mhm. extraterrestre. J'en sais rien. Enfin bon, voilà, ou que c'est le hasard. Mais on D'autres vont croit dire ce que c'est qu'on. les gènes qui donnent que c'est codé, que ça se fait parce que c'est un algorithme limite. Ouais, voilà. Mais l'algorithme, qu'est-ce qui l'a créé? Donc Ouais. après, bon, on va pas partir là-dedans parce que là, ça devient plus philosophique ou Moi, spirituel. c'est passionnant ces Mais c'est questions. intéressant de réfléchir à ça. Ouais, Mais ouais. en tout cas, il y a ce programme de vie qui est en nous, qui est inscrit dans nos Mhm. gènes, effectivement, qui dit que le corps doit toujours aller vers la santé et vers l'intégrité. Donc, s'il y a une rupture d'intégrité dans la peau, bah, hop, le programme va se mettre en marche et l'intégrité va revenir. Donc,
pour que ce programme-là se marche bien, ce qu'on dit en naturopathie, c'est qu'il faut avoir le maximum d'énergie vitale. Ok. Si on est crevé tout le temps, si on est stressé, etc., bah, tout ça, ça marche pas bien. Donc, le fonctionnement de notre corps, dont cette partie auto-guérison, ne va pas bien fonctionner. Donc, c'est pour ça que la première consultation de naturopathie, ça s'appelle un bilan de vitalité. C'est de voir quel est l'état de la vitalité, l'énergie vitale que possède la personne. Et le but du naturopathe, donc là, par rapport aux soins dont tu parlais, c'est pas de soigner la personne. Un naturopathe ne soignera jamais personne. Mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'aider la personne à regagner en vitalité pour que tous ces phénomènes de vie, de santé, d'auto-guérison, d'auto-entretien soient à leur maximum. Et là, c'est là où interviennent les conseils d'hygiène de vie, d'alimentation, d'exercice physique, de gestion du stress et des émotions, d'améliorer le sommeil. Après, il y a des techniques également naturelles comme les massages, comme la réflexologie, l'énergétique, l'utilisation des plantes, etc. Tout ça, c'est mis en œuvre pour essayer de faire en sorte que le programme qu'on a en nous d'auto-guérison, d'auto-entretien fonctionne le mieux possible. C'est ça la naturopathie. Merci beaucoup. C'est juste, il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux que je finisse dans 5 minutes ou est-ce qu'on peut prendre un tout petit bonus? Non, non, vas-y, 15. vas-y, t'inquiète. Ah, ok, merci. C'est passionnant parce que ma copine, elle vient d'être diplômée en médecine générale. Et en fait, elle me dit 90% de mes consultes, c'est un petit rhume. Et en fait, 90% de ses consultes, elle dit, bah oui, bah, il faut dormir, il faut boire de l'eau, il faut bien manger. Et c'est quoi pour toi les piliers peut-être de la naturopathie qu'on oublie complètement dans notre société actuelle et qui manque vraiment dans notre éducation? Qu'est-ce qui nous bouffe notre vitalité et fait qu'on est tous malades tout l'hiver et qui finalement n'est pas si compliqué à mettre en place? Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du mode de vie qui est prévu pour nous. Ok. Donc, on respecte pas parce qu'on ne connaît pas, en fait. On respecte ce qu'on connaît. Quand on n'est pas informé, on respecte pas. Donc, on respecte pas le mode de vie que la nature a prévu pour l'être humain. Quand on est, Ouais, ce mode quand on de vie regarde, optimal. pardon, Et à quoi il ressemble ce mode de vie optimal bah, alors? quand on regarde les animaux, ils sont régis par leur instinct, en fait. Donc, ils sont poussés par leur instinct pour aller manger telle chose, pas manger telle autre. Quand ils se sentent pas bien, ils se mettent dans un coin en boule, ils arrêtent de manger. Mais nous, on fait pas ça. Nous, notre instinct, on l'a un peu perdu. On Ouais, n'écoute plus ça. On écoute ce qu'on nous a dit quand on était petit, le qu'il manuel faut d'oiseau. manger un gros petit déjeuner avec des céréales, avec du lait, etc. Donc on reproduit ça toute notre vie, des tartines avec de la confiture. On reproduit ça. On est gouverné aussi par le plaisir, parce que le plaisir immédiat, évidemment, voilà, ce qui nous fait plaisir, on va plus aller dans ça. Euh, et puis par notre cerveau aussi, par notre mental. On est gouverné par Les soit, croyances, les habitudes, pardon, les croyances qui sont potentiellement hyper erronées sur ce qui est bon pour nous, quoi. ouais, ce qu'on voit à droite à gauche, mais c'est pas forcément notre faute. C'est qu'on nous abreuve aussi d'informations plus ou moins contradictoires. Je reviens sur Ouais. la publicité. Voilà, on nous dit il faut les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il faut manger 3 produits laitiers par jour. Mais ça sort de nulle part en fait. C'est du marketing. Plein de choses comme ça. Donc en fait, euh, l'idée c'est d'essayer de revenir, d'essayer déjà de découvrir comment le corps fonctionne, comment la digestion se passe, qu'est-ce qui se passe quand on met des glucides dans son estomac, qu'est-ce qui se passe quand on met des glucides plus des protéines dans son estomac. Ce genre de choses. La digestion n'a rien à voir. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses hormones quand on se stresse? Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau quand on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on transpire? Donc tout ça, voilà. Donc les piliers, c'est essayer de revenir à du bon sens, du basique, sur comment ça bien s'alimenter. Moi, je parle d'une chaise de la santé. Les gens Ouais. qui viennent me voir. Donc, euh, une chaise, il y a 4 pieds. Si on enlève un pied, la chaise tourne. Donc du coup,
il faut essayer de travailler dans son quotidien, c'est les 4 pieds de la chaise de la santé, ce que j'appelle la chaise de la santé. L'alimentation, bien s'alimenter, bien se recharger en énergie, que j'ai dit que c'était un peu ça la mère de tous les Ouais. processus dans notre Ça, corps. c'est le sommeil et la Ouais, relaxation le ou c'est sommeil, la relaxation, aller dans la nature, ouais, OK. respirer, aller au De rien soleil, faire. OK, ouais. arrêter de tout ce qui nous fait perdre de l'énergie. Donc, par exemple, les digestions ultra longues, l'alcool, heu, le tabac, tout ça, ça nous fait perdre de l'énergie. Le troisième pied de la chaise, bah, ça va être, l'exercice physique, faire du sport, donc ça, c'est pas une option, en fait. Il faut tous les jours, faut essayer de bouger. Moi, je rappelle souvent que l'être humain, bah, ça fait très peu de temps qu'on habite dans des maisons, dans des appartements, qu'on se déplace en voiture ou en vélo. Ouais, des canapés. Jusqu'à il y a très, très peu de temps, on était dans la nature. On se déplaçait à pied, il fallait aller chasser ou cueillir notre nourriture ou ramasser des fruits et cetera, des baies. Donc il fallait bouger quoi au quotidien. Et nous, on a perdu ça. Maintenant, on passe notre journée devant un ordi, assis sur une chaise. Après, on sort, on prend notre voiture. Ça, c'est pas comme ça que l'être humain est prévu de fonctionner. Donc, voilà, il faut remettre dans ce mode d'exercice physique un peu quotidien, remettre de l'activité physique dans sa vie, et puis bien essayer de gérer au mieux son stress et ses émotions, parce qu'il y a, bah, comme ta compagne a pu te le dire, peut-être des maladies psychosomatiques. Ouais. Et puis, bah, ça impacte tout le fonctionnement de notre organisme. OK. C'est, déjà, je veux dire un truc, c'est marrant parce qu'il y a un autre Anthony à ce micro qui s'appelle Anthony Berthoud, qui est nutritionniste et Oui, dont le livre s'appelle Du bon sens dans notre assiette. Et tout à l'heure, tu as juste dit, bah, en fait, il faut juste revenir au bon sens. ouais. C'est pour Alors, ça. oui, c'est vrai, il faut revenir au bon sens. Le problème, c'est qu'on l'a oublié. On l'a oublié et puis On sait plus en fait ce que c'est que le bon sens. Et moi, le ouais. premier, hein, avant de faire ces études-là, bah voilà, j'avais complètement oublié aussi. Et oublier, c'est pas le terme, parce On l'a que jamais su, j'avais ouais. jamais appris en fait, surtout ça. Ouais. C'est dur de, ouais, ouais, c'est plus complexe que ça. Donc, toi, ce que tu dirais, c'est simplement, en fait, sur vos 4 piliers de chaise, allez vous renseigner un tout petit peu sur ce qui sont les bonnes pratiques. La science est à peu près claire et nette sur ce que c'est, ce qu'il faut faire comme sport, ce qu'il faut un peu manger, comment réduire son stress et enfin comment se recharger, se relaxer et comment réduire son stress. Et une fois que tu as ces 4 choses déjà, normalement t'es à peu près, Oui, ouais, tu une bonne je énergie pense que c'est vitale. la base. Voilà. Et après, on peut ajouter des techniques naturopathiques comme effectivement la réflexologie, massage, sauna, etc. OK. Mais de mon point de vue, c'est déjà cette assise-là qu'il faut avoir pour avoir une vraie base saine. OK. Je te remercie beaucoup. J'avais une dernière question sur la naturopathie. Hem, Qu'est-ce qui t'a poussé toi à devenir naturopathe? Versus, médecine ayurvédique versus maître yogiste, qu'est-ce qui t'a Alors au départ, j'ai découvert en 2005 que j'avais une maladie auto-immune au rein, ouais, qui est bon, qui est pas très très évolutive, mais qui est quand même présente. Et c'est ce qui m'a fait aller vers de l'information. J'ai commencé à m'informer sur qu'est-ce que je pouvais faire dans mon quotidien pour essayer d'améliorer les choses. Et du coup, j'ai commencé, bah voilà, découvrir ce que c'était que la naturopathie. Euh, Après, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça par rapport à la médecine ayurvédique ou chinoise? Tout simplement parce que je m'étais pas mal intéressé à la médecine chinoise au début. Je trouve que c'est assez fascinant en fait. Et il y a un podcast d'ailleurs un épisode de mon podcast où j'interviewe un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle Jean Pellissier. Je vous invite à l'écouter si vous avez envie. Et vous je vais verrez, essayer. c'est hyper intéressant. La médecine chinoise, c'est très imagé, c'est très poétique. C'est très il y a plein de connexions avec la nature, avec l'ensemble du vivant. Donc je trouve ça génial. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, qu'il y avait cette médecine occidentale. Enfin, quand je dis médecine, il faut pas l'entendre comme médecine conventionnelle, hein, mais comme manière de prendre soin de soi, disons, occidentale, ancestrale, qui s'appelle la naturopathie. Alors, la naturopathie, c'est pas tellement ancestral, ça fait
même pas 100 ans que ça a été théorisé tout ça, mais c'était quand même issu des enseignements d'Hippocrate, qui dit que la nature est guérisseuse, qui dit ce genre de choses, qui fait vraiment appel à un esprit holistique pour essayer de prendre en compte sa santé. Et du coup, je trouvais que c'était plus logique de me tourner vers une approche de santé, disons occidentale, plutôt que d'utiliser des concepts asiatiques ou indiens, où eux ils utilisent potentiellement des plantes locales, asiatiques, tout ça. Donc ça, pour moi, ça avait moins de sens que de revenir sur quelque chose de plus local. Et d'ailleurs, ça fait partie du raisonnement global en fait, hein, avec le bio, manger local, manger de saison, tout. Quand on raisonne comme ça, on a aussi envie d'avoir sa propre manière de gérer sa santé et pas forcément d'aller utiliser celle d'une autre région du globe, même s'il y a plein de choses intéressantes, hein, évidemment. Bah, la médecine chinoise, l'acupuncture, ça c'est hyper intéressant. Mais pour moi, ça faisait plus de sens. Un peu revenir à ton instinct et à ta médecine gauloise des Ouais, un peu, druides. ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous... Je viens d'écouter en fait l'épisode où tu parles de marcher pieds nus. Et est-ce que tu peux essayer de résumer, parce que je sais que c'est dur parce qu'il y a plein de choses. Pourquoi est-ce que c'est si important de marcher pieds nus ou en tout cas de se reconnecter à ses ions et reprendre un peu du souffle? Enfin, comment on dit, se recharger. Je connaissais pas cette notion de charge positive et négative. Alors, quand on marche pieds nus, d'ailleurs, je vais refaire le prochain épisode de mon podcast, ça sera en partie là-dessus. Ouais. Parce que ça sera sur comment prendre soin de sa santé gratuitement. Donc, Ok. et marcher pieds nus dans la nature. Alors, quand je dis marcher pieds nus, c'est dans la nature, parce Ouais. que marcher pieds nus sur son carrelage, ça sert à rien. Donc, dans la nature, une fois de plus, je reviens sur cette notion du fait que l'être humain est quand même très peu de temps chaussé. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est depuis la première chaussure, ça date de il y a moins 40 000 ans ou un truc comme ça, sur, on va dire 3 millions d'années que l'être humain est sur Terre. Donc, c'est que dalle. Donc, la plupart du temps, on a vécu pieds nus, en fait, et notre corps, il est fait pour ça. Donc, on est fait pour marcher pieds nus, pour aller dans la nature pieds nus. Donc là, actuellement, quand on va pieds nus dans la nature, ça nous fait mal aux pieds parce qu'on n'est plus habitué. Mais Ouais. moi, j'essaye de dire qu'il faut essayer en fait, de retrouver une certaine aisance à marcher pieds nus, si on peut, dans la nature. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le fait d'être pieds nus, en fait, ça veut dire qu'on capte l'énergie de la terre, déjà, comme le font toujours les animaux. Les animaux, par contre, eux, ils continuent à être pattes nues. Donc, ils captent cette énergie. Et cette énergie, ce que je disais tout à l'heure, on en a besoin pour faire fonctionner tous les, euh, tous les mécanismes d'auto-entretien de notre corps. Ensuite, Ouais. effectivement, tu parlais des ions négatifs ou des électrons libres. Parce que, entre parenthèses, en gros, ce que tu viens de dire, moi, j'ai l'impression que cette énergie, je la ressens et j'ai envie d'y, elle existe, cette énergie vitale, mais c'est dur, je trouve, pour nos esprits un peu occidentaux de se dire, ah oui, moi, j'ai une énergie vitale qui est mon chi qui se balade dans mon corps. Et en fait, quand je me balade sur la terre, alors mon pied, il va prendre l'énergie de la terre. Ouais. Et ça va être, pour moi, il y a un côté un peu, et j'y adhère, hein, j'adhère à cette vision, mais tu vois, il y a un côté un peu perché. Et Alors, c'est pour ça que effectivement, ce que tu vas dire sur les ions, t'as je complètement trouve raison ça. parce que, effectivement, en fait, ce que je dis là, euh, je peux pas le prouver et personne peut le prouver, en fait. Je pense en plus qu'on peut le prouver, mais ça demande certainement des mesures un peu plus, trop subtiles, quoi. Ouais, je suis même pas sûr qu'on puisse le prouver, en fait. Voilà. Ok. Donc c'est ça, on va dire que ce que je viens de dire juste avant, c'est un peu poétique. C'est poétique et pardon, moi je préciserais que enfin, j'y adhère beaucoup à cette vision parce que ça fait des millénaires et que plein de médecines du monde entier sont venues aux mêmes conclusions qu'on avait cette énergie vitale en nous Oui. et qu'elle fonctionnait donc il y a un espèce de côté, si tout le monde l'a vu et l'a compris, Oui. Alors, c'est pas parce qu'on peut pas le mesurer scientifiquement que c'est inexistant, quoi. c'est vrai, la science moderne, on va dire occidentale, te répondra toujours, euh, c'est l'effet placebo. Ouais. Donc, par exemple, dans le corps
les Chinois, ils disent qu'on a des méridiens d'énergie, Mhm. et eux, ils mettent des aiguilles sur ces Ouais, méridiens pour faire circuler l'énergie quand elle est bloquée. Ça, c'est l'acupuncture. Eh bien, la science moderne occidentale va toujours dire oui, mais on n'a jamais démontré l'existence de ces méridiens, c'est un effet placebo. Donc voilà. mais elle dit ça pour beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à Oui, oui, expliquer là. oui. Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Un Donc peu. après, c'est pour ça que je dis c'est un peu poétique. Mais par contre, ce qu'on peut objectiver, c'est ce qui est électricité dans le sol. Donc on sait que la Terre est chargée plutôt négativement en termes d'électricité et le ciel plutôt positivement. Euh, donc nous, dans notre corps, on est souvent trop chargé positivement, euh, notamment parce que on a en nous des particules qui s'appellent des radicaux libres, qui sont des molécules qui nous composent ou des molécules qu'on avale ou qu'on respire, qui sont des molécules où il y a un ou des électrons qui ont été arrachés. Et quand on arrache des électrons à un atome ou une molécule, il se charge positivement. Il est moins chargé négativement. Il est plus positif. Ouais. Et du coup, quand on va marcher pieds nus, on récupère des ions négatifs ou des électrons libres qui sont dans le sol par nos pieds. Euh, on les engramme en nous. Également par nos poumons. Quand on respire, quand on va dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup d'ions négatifs. Donc, c'est des particules qui sont chargées négativement. On respire ça, on prend ça par nos pieds, et du coup, ça va venir réparer, entre guillemets, les atomes en nous auxquels il manque des électrons. Voilà. Et du coup, On se rééquilibre un peu ouais, électriquement, en gros. on se rééquilibre électriquement et on s'auto-répare. On répare nos cellules et on vieillit moins vite, puisque plus on a de radicaux libres en nous, plus il y a, c'est ce qu'on appelle le stress oxydant, qui fait vieillir nos tissus. Par Ok. exemple, c'est pour ça que quand on est fumeur, à chaque fois on avale une taffe de cigarette, une bouffée, on avale 200 000 radicaux libres. Donc 200 000 molécules où il manque des électrons. Donc après, c'est notre corps qui doit se débrouiller avec ça. Et justement, si on va dans la nature, si on va marcher pieds nus, alors je dis pas qu'il faut fumer, hein, bien sûr, mais c'est un exemple. On va réparer notre corps de tous ces éléments qu'on a absorbés ou qui ont été dégradés. Voilà. Merci pour cet éclairage. Anthony, ce serait quoi avoir réussi ta vie dans 30 ans ou dans 20 ans? Alors, ça serait, je ne sais pas, ça serait peut-être regarder derrière moi et me dire que j'ai suivi mon intuition et que j'ai réussi à écouter mon être intérieur, en fait, à écouter ce qu'il me disait et à le mettre le moins possible sous silence. Peut-être ce serait ça. Comment, dans la vie de tous les jours, tu te connectes à cet être intérieur? Mais Comment tu fais en sorte? j'essaye d'écouter les oiseaux, j'essaie d'aller dans la Ok. nature. Non, parce que Ça- c'est dur entre excuse-moi pour toutes les voix du mental qui parlent, toutes les injonctions et qu'on ne pas confondre son ego, le désir des parents, des copains et ce que t'as vraiment au fond de toi qui dit en fait c'est ça qui est fait pour toi, c'est pas Justement, c'est évident. pour ça que je parle des oiseaux Ouais, et d'aller dans la nature. C'est-à-dire que ça permet de faire une pause et de se concentrer sur autre chose que soi. Et je pense que c'est dans ces moments-là que justement on a les messages de notre corps et de notre fort intérieur. Voilà. Si on est dans le brouhaha en permanence de la vie, on ouais, n'arrive plus à s'écouter, à s'entendre. Donc c'était je pense énorme. qu'il faut s'isoler de temps en temps et voilà, aller. Alors on peut appeler ça la méditation, la pleine présence, tout ce qu'on veut. Ouais, ça me fait penser à la méditation ok, merci. Et j'ai une dernière question. Je sais que tu m'as dit que c'était très dur à répondre, mais comment tu vois notre espèce dans 500 ans? L'humanité, comment tu la visualises? Tu peux dire de façon utopique dans 500 ans.
Écoute, j'imagine, mmh, j'imagine une société utopique effectivement où, la nature serait l'égale des humains et les animaux seraient l'égal des humains. C'est-à-dire on serait tous autant scandalisés d'un meurtre que de quelqu'un qui abat un arbre ou qui tue un animal sans autorisation, quoi. Enfin, même pas sans autorisation. Ouais. En fait, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience qui va s'accroître sur le fait que, on ne peut pas considérer que, les animaux, les plantes et tout ça, les végétaux Le sont, vivant, en fait. ouais, le vivant, à part l'être humain, Ouais. Ouais. sont nos esclaves et donc, ils sont là que pour, le bien-être de l'humanité. Même si c'est ce qui est écrit, dans la Bible, et cetera, mais donc je pense qu'il va y avoir une espèce heu, de prise de conscience globale que tout doit être un peu au même niveau et que notre intelligence, parce que certes, on a peut-être une intelligence qui est, exceptionnelle, mais actuellement, on la met au service, de choses qui détruisent plutôt la nature. Donc, par exemple, si je reprends mon domaine, l'aviation. L'aviation, c'est extraordinaire pour relier les humains, mais par contre, ça participe à la dégradation de la nature. Donc, ça veut dire que l'être humain, à partir d'une bonne idée, a créé quelque chose de néfaste, en partie néfaste. Donc je pense qu'il va y avoir, une prise de conscience de ça et on va, à l'avenir mettre tout en œuvre pour que ces bonnes idées qu'on a, elles soient de A à Z bonnes pour l'humain et bonnes pour aussi la nature et mon rêve, ce serait que on arrête de faire les choses tout simplement parce que c'est possible de les faire. Voilà. Ouais. Il faudrait, je pense, et c'est ça qui va advenir, j'imagine, sinon l'humanité ne va pas survivre, c'est de faire la part des choses entre ce qui est possible techniquement de faire, qui vient de notre cerveau humain, et de ce qu'on met vraiment en œuvre, au quotidien. Et là, je prends l'exemple, par exemple, de la 5G. Bon, bah, c'est quelque chose que l'être humain a imaginé, donc du coup, l'être humain l'a fait, et Ouais. ça apporte un bénéfice peut-être instantané pour l'usage, mais par contre, c'est quelque chose qui participe à la dégradation de la nature. Parce que ça va être, de plus en plus énergivore, parce qu'on va télécharger beaucoup plus de trucs et cetera. Donc comme on n'a pas En réfléchi plus, même mauvais suffisamment aux pour nous, usages, parce que ça va nous permettre d'avoir de l'IA. Enfin, on va devenir complètement retardé devant nos bah, voilà, téléphones. avec Plus en l'IA, plus de ça, ça ça voilà, donc c'est ap pas non plus un gain génial pour l'humain, quoi. Il y a pas vraiment de différence. bah, on a l'impression qu'il y a un gain, de confort, il y a un gain technologique, Ouais. mais Ouais, par mais c'est contre, un gain de confort. C'est pas réellement bon, quoi. c'est un gain de confort pour l'humain. Ça, c'est indéniable. On peut Même de télécharger des confort. trucs plus rapidement sur son Ouais. téléphone. C'est réel, ça c'est vrai, on peut pas le nier. Mais par contre, Heu, de mon point de vue, il faudrait à partir de maintenant et pour les années qui viennent, bah, faire en sorte que, OK, on peut le faire techniquement. OK, il y a un gain immédiat pour l'humain, mais par contre, on le fait pas, on le développe pas à grande échelle parce que c'est pas bon pour l'équilibre global humain, heu, végétaux et animaux. Et je pense que c'est ça qui va advenir dans le futur. J'espère. J'espère aussi. Bah, je te remercie beaucoup, Anthony. Bah, merci à toi Clément, avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.